Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Nous sommes au mois d'août. Le mois d'août qui marque l'indépendance de plusieurs pays africains, anciennement sous la colonisation de la France. La plupart de ces pays africains ont célébré au cours de ce mois d'août l'anniversaire de l'indépendance pour la 65e fois. On a vu justement la célébration au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Tchad, au Congo-Brazzaville. Il y a d'autres pays qui n'ont pas célébré ils ont choisi un autre statut. On n'a pas vu des festivités en grande pompe comme ailleurs. Je parle du Burkina Faso et du Niger, puisque vous savez que le Mali a eu l'indépendance un peu avant. Pour revenir un peu à l'histoire de ces indépendances, vous le savez bien que la France ne voulait pas accorder l'indépendance aux pays africains. Par contre, la France a choisi ce qu'elle a appelé la communauté française. Donc, la France a proposé aux pays africains, qui étaient ses territoires, ce qu'elle a appelé la communauté française, une autonomie dans le cadre de la une autonomie dans le cadre de la communauté française. Et le plus important à savoir, c'est que la plupart des dirigeants de l'époque ont accepté cette proposition. Le seul qui a dit non, un non catégorique, historiquement parlant, on le sait, c'est le Guinéen Ahmed Sékou Touré. Il s'est opposé à cette proposition de la France et a choisi d'accéder immédiatement à l'indépendance. C'était en 1958. Mais d'autres pays africains ont accepté ce qu'a proposé la France. Ça veut dire quoi? La communauté française. L'autonomie dans le cadre de la communauté française, qu'est-ce que cela veut dire? Cela voulait dire que les pays africains se gouvernaient de façon autonome, mais que la France a gardé l'essentiel du pouvoir. Ça veut dire les prérogatives régaliennes, à savoir la défense, la diplomatie, les finances et la monnaie. Ça veut dire en réalité que l'autonomie ne voulait absolument rien dire. Si vous ne pouvez pas faire représenter votre pays à l'étranger, donc la diplomatie, si vous ne pouvez pas défendre votre territoire, que vous recourez à la métropole, que vous ne pouvez pas décider de votre budget, effectivement, il n'y avait pas, c'était une autonomie, mais très fragile. Et d'ailleurs, la plupart de ces pays-là, eux aussi, sont revenus sur leur décision d'accepter la proposition de la France. Et en 1960, justement, ont commencé les négociations avec la France qui ont abouti à ce qui est maintenant présenté comme l'accession à l'indépendance. Vous savez, le Sénégal a accédé à son indépendance dès janvier 1960. Il y a eu le Mali en 1900, les mois suivants, mais c'est le mois d'août, en été, c'est le mois d'août qui a vu la majorité des pays africains francophones accéder à l'indépendance, puisque justement nous voyons le 60e anniversaire a été fêté dans la plupart des pays de ces pays-là au cours de ce mois d'août. Mais ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était de nous poser la question, est-ce que réellement nos pays, pas seulement les pays africains francophones, mais est-ce que 65 ans après, les pays en question sont réellement indépendants? C'est la question qu'on est en droit de s'opposer, puisque nous voyons maintenant qu'il y a des panafricanistes qui luttent toujours pour l'indépendance réelle de l'Afrique. Et c'est ça l'objet de mon propos aujourd'hui. Pourquoi est-ce que 65 ans après, il y a des frères africains qui aspirent encore
a plus d'indépendance. Cela veut dire que l'Afrique n'est pas réellement indépendante. J'ai un peu suivi justement au cours de ces célébrations les messages des chefs d'État africains. Chaque pays, normalement, chaque dirigeant a délivré le message que le peuple voulait entendre en fonction des problèmes du pays. C'est normal, de la conjoncture. Vous avez par exemple le président Alassane Ouattara qui est revenu, qui a encore une fois rappelé qu'il va organiser des élections transparentes, les prochaines élections présidentielles, alors que justement il est confronté à une fronde interne, puisque beaucoup de politiciens contestent son intention de briguer un quatrième mandat. Et il est revenu justement sur, il est revenu, il a encore une fois insisté sur sa volonté d'organiser des élections transparentes, alors que justement l'opposition lui conteste ce droit de se présenter encore une fois à sa propre succession. Dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Vous avez vu le Béninois, Patrice Talon. Lui a donné une véritable leçon de démocratie. Il a rappelé justement que le pays a acquis, a pu acquis de grandes réalisations dans le cadre du développement et de la démocratie. Et il en a profité pour rappeler que lui, Patrice Talon, ne va pas briguer un autre mandat en 2026. Un exemple, une leçon de démocratie, si on peut dire. Vous avez vu, en Centrafrique, Touadéra, Faustin Archange Touadéra, lui aussi, va briguer un troisième mandat contesté par l'opposition. Lui, il appelle à l'unité nationale. Mais contester le fait que vous allez briguer notre mandat, d'autres d'ailleurs, constitutionnellement parlant, ne veut pas dire que le pays n'est pas uni. Contester la décision que vous avez prise, une décision illégale aux yeux de la Constitution, cela ne veut pas dire qu'on s'oppose à l'unité nationale. L'unité, encore une fois, est revenue dans le discours du Tchadien Mahamat Idriss Déby. Et justement, quand on voit tous les messages des chefs d'État et de gouvernement, on comprend que chacun est préoccupé par ce qui se passe dans son pays. Il y a par exemple le Gabonais, Brice Oligui Nguema, qui lui a insisté sur le développement. Oligui Nguema, vous savez qu'il vient d'être élu pour la première fois. Il dit d'ailleurs qu'il a instauré une 5e république. Lui, il a insisté sur le développement économique de son pays. L'heure est arrivée à la construction d'une économie plus forte et plus prospère au bénéfice des Gabonais. Pour ce faire, nous devons viser un taux de croissance de 10%. Cela impose discipline, ardeur au travail, probité, cohésion et méthode à ceux qui nous accompagnent dans l'exploitation de nos nombreuses ressources naturelles. Sachez que le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunités, où chacun peut récolter les fruits de ses investissements, mais à une condition fondamentale, celle du partage de production.
gagnant-gagnant, créateur d'emplois et de richesses. Et voilà, ce sont des messages qui ont été donnés par les chefs d'État à l'occasion de la célébration de ce 60e anniversaire de leur pays, de l'indépendance de leur pays. Mais quand on essaie de voir de plus près, c'est la question qu'on a posée initialement au début de cette vidéo. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Si vous allez au Sahel, vous allez voir que le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont tourné le dos à l'Occident. On le dit souvent sur cette chaîne, on le suit également sur d'autres médias. Vous voyez que eux, leur préoccupation essentielle, c'est d'accéder à la souveraineté entière. Ce qui veut dire en réalité que leur pays n'était pas souverain avant les coups d'État qui ont permis aux dirigeants actuels d'accéder au pouvoir. Et ils accusent les pays voisins d'être à la solde des puissances occidentales. Cela veut dire que pour l'AES, l'Afrique n'est pas indépendante. Ça veut dire réellement, si on va encore une fois revoir l'histoire, on parlait de la proposition de la France de 1958 d'accorder aux pays africains une autonomie dans le cadre de la communauté française, même si ces pays-là ont revu leur position en 1960 qui leur a permis d'accéder à l'indépendance. Mais ce qui a suivi, justement, n'était pas une réelle indépendance. Et vous savez, le Togolais Sylvanus Olympio également s'était plus ou moins opposé à la proposition du général de Gaulle d'une autonomie dans le cadre de la communauté française. Lui aussi, justement, la France l'avait dans le viseur. Ce que nous voulons dire, c'est que les pays qui n'acceptaient pas le diktat de Paris à l'époque étaient victimes des coups d'État. Sylvanus Olympio a été renversé en 1963. Seul Ahmed Sékou Touré, le Guinéen qui s'était opposé vigoureusement à la proposition du général de Gaulle, a pu échapper à plusieurs tentatives de coup d'État. Mais sinon, d'autres pays africains qui n'ont pas respecté ce que leur dictait le pouvoir français, même si les pays étaient indépendants, mais s'ils ne respectaient pas les volontés, les desiderata du pouvoir de Paris, quelques temps après, étaient renversés par des coups d'État souvent sanglants. D'autres fois, il y avait des guerres sanglantes qui ont mis à feu et à sang plusieurs pays africains. Et donc, nous disons que jusqu'à présent, ça se passe comme cela. Il y a des dirigeants qui sont plus ou moins choisis par soit la France, soit par d'autres puissances occidentales. Et ce sont ces gens-là qui nous dirigent, qui dirigent l'Afrique et qui vont, en fait, donner des rapports à l'Occident et recevoir des directives des capitales occidentales. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas totalement indépendante. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a une prise de conscience réelle. Il y a des gens qui commencent à vouloir s'émanciper réellement de l'Occident. Nous parlions de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Même si peut-être ils se mettent également sous le joug d'autres puissances orientales, mais au moins ils disaient non à l'Occident qui a fait tant de mal au continent africain. Même si j'ai vu Patrice Talon dire que on peut être souverain et garder les partenariats classiques, mais normalement échapper au diktat, à la volonté puissante de l'Occident, cela paraît quelque peu difficile. Dans tous les cas, je parlais de la prise de conscience collective de la France, pardon, de l'Afrique, de pouvoir s'émanciper de la puissance occidentale. Et peut-être que dans le futur proche, on verra que ces pays-là commencent
a réellement posé les jalons d'une véritable gouvernance souveraine en Afrique. Vous avez par exemple vu que le Sénégal et le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et même la Côte d'Ivoire, ont commencé à demander à la France de retirer ses contingents militaires qui étaient stationnés dans ces pays-là. Vous avez par exemple des gens, par exemple, vous avez des pays souverains depuis une soixantaine d'années, mais qui ont sur leur sol la présence des militaires de l'ancienne puissance coloniale. C'est quand même pas normal. Il y a des militaires français qui étaient stationnés au Sénégal. Maintenant, ils ont quitté le pays. Il y en avait au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Tchad. Il y en a encore. Vous comprenez donc que les panafricanistes qui réclament une indépendance réelle se basent sur des faits. La présence de l'armée française en Afrique n'est pas explicable. Au Gabon, il reste des contingents militaires au Gabon. Il y a un contingent militaire en Centrafrique, même s'il y a également des Russes, mais les Français sont là depuis très très longtemps. Donc, ça, c'est l'indépendance politique qui n'est pas effective. Ça veut dire qu'il faudra que l'Afrique lutte encore pour une indépendance réelle et complète. Mais il y a aussi l'économie. Ça veut dire le manque de l'indépendance réelle et politiquement parlant affecte également l'économie. Parce que ces pays qui nous donnent des ordres ont des intérêts à défendre, bien entendu. Et c'est surtout l'exploitation du sol qui est très riche. Et vous savez, l'Afrique, conscient des réserves naturelles très, très nombreuses. Et donc, il y a des intérêts, des puissances coloniales qui veulent exploiter ces ressources. Vous savez que si vous allez en Guinée, si vous allez au Gabon, si vous allez au Congo belge, par exemple, je parle du Congo, de la République démocratique et du Congo, même bon, partout en Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de richesses naturelles et c'est justement ce qui intéresse ces puissances. Et le fait d'empêcher les pays africains d'accéder à une indépendance politique complète, justement, c'est pour qu'ils puissent même profiter de ces richesses. Et on se demande souvent pourquoi est-ce que ces puissances ont choisi l'Afrique plutôt que, par exemple, l'Asie. Parce que l'Asie s'est détachée de la mainmise de l'Occident et a pu se développer considérablement. On donne souvent l'exemple de la Guinée et de la Corée du Sud. En 1960, ces pays-là étaient sur le même pied d'égalité sur le plan économique. Maintenant, la Guinée reste encore une fois l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses richesses naturelles, alors que la Corée du Sud est maintenant une très très grande puissance, avec des entreprises bien connues comme Samsung, comme Kia, etc., etc. Et la Guinée reste dans le sous-développement. Ce n'est qu'un exemple. On peut en citer bien d'autres. Pourquoi est-ce que l'Afrique a été choisie pour rester dans le sous-développement au profit des puissances occidentales et des anciennes des anciennes puissances colonisatrices, alors que l'Asie a pu se détacher complètement de cette mainmise-là? C'est une question que l'on est en droit de se poser. Dans tous les cas, ce que nous voulions dire aujourd'hui, c'est saluer d'abord le 65e anniversaire de ces plusieurs pays qui ont célébré ce mois d'août, au cours de ce mois d'août, leur indépendance. C'est une bonne chose. Nous avons suivi les messages des uns et des autres. C'est bien. Il faut donc qu'on aille de l'avant sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'unité nationale et sur le plan de l'économie. Mais tout cela
dans l'intérêt de la population. Non pas dans l'intérêt des classes dirigeantes, mais dans l'intérêt de la population, puisque maintenant le peuple africain, les peuples africains, de façon générale, restent dans la pauvreté, vivent dans la misère, alors que les dirigeants continuent d'avoir une vie dans l'opulence, quelquefois un peu, mais les dirigeants africains vivent dans l'opulence de façon visible, alors que les peuples, justement, croupissent dans la misère et souffrent de la faim chronique. Alors qu'il y a des réserves naturelles, si elles étaient bien exploitées, elles pourraient profiter à tout le monde. Et donc, nous souhaitons que le 65e anniversaire des indépendances soit une occasion de réfléchir et de penser à la population, non pas à la classe dirigeante. Parce qu'on voit en Côte d'Ivoire et ailleurs, les élites se battre pour les postes au gouvernement, pour l'accession au pouvoir, mais on ne croit pas que la population qui vote, le peuple, soit mis en considération. Sinon, il y aurait eu des changements visibles depuis longtemps. Donc, c'est bien que l'on célèbre, que l'on pense au futur, mais pensez, s'il vous plaît, tout d'abord, en premier lieu, à la population, au bas peuple. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était le sujet du jour. C'est ce que nous voulions évoquer aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets.